C'est un numéro 2 au vol qu'on vous propose une fois de plus cette semaine. Avec les technos, on va parler de cryptographie à la chinoise, on va vous parler d'un écho signé Amazon, on va vous parler d'une messagerie signée Google, on va parler d'une interview de Steve Jobs, une vieille interview qui revient à la surface et fait le buzz. On écoute ça juste maintenant. Et pour ce 10e numéro, on a avec nous d'un côté Marc. Bonjour Marc. Tu peux dire bonjour. Hein. Bonjour, pardon, voilà. Le premier podcast muet. Voilà, c'est le premier podcast muet avec Sébastien également. Bonjour Sébastien. Voilà. On a plein de choses au programme. On commence par Apple, comme on a l'habitude de le faire maintenant. Hein. Sébastien, Steve Jobs nous accorde une dernière interview. C'est pas vraiment une dernière interview, c'est une interview qu'on a retrouvée, qu'on a exhumée, on peut dire ça plutôt, non ? Oui, c'est ça. Mais pour certains, c'est une nouvelle interview. Oui. Pour beaucoup. Alors, c'est une interview qui date quand même de 1995. Donc ça a quelques années, enfin, faut dire que Steve Jobs est déjà mort il y a quelques années, hein, ça passe vite. Et il y a un gars qui a décidé de la reposter, je sais pas pourquoi, Jared Schwartzentruber. Voilà, donc et alors ce qui est intéressant, c'est pas la vidéo parce que la vidéo est amusante sur le contenu parce que on voit effectivement Steve Jobs qui critique les commerciaux et les marketeurs dans les sociétés et plus ceux qui font des produits. Si ça vous rappelle quelque chose. Et en fait, ce qui est très amusant par contre, c'est que ça a enflammé la toile d'une manière assez incroyable. En 24 heures, on a réussi à avoir 500 000 commentaires. Donc c'est assez hallucinant. Sur Reddit, on est monté à 30 000 réactions. Donc je sais pas, il y a eu un truc qui s'est totalement enflammé sur... Ça s'appelle un buzz. Oui, ça s'appelle un buzz sur un truc qui surnageait déjà sur la toile il y a plus d'un an, quoi. Oui, tout à fait. Donc on se demande tout d'un coup pourquoi ça s'est réapparu. Et voilà, pourquoi c'est magique. Magie, d'autres trucs comme ça. On peut dire ça. Ouais. Voilà. Allez voir, ça reste drôle, mais. Ouais, mais sans plus. Hein. Enfin, voilà. Est-ce que c'était un visionnaire? Peut-être pas en ce qui concerne la mémoire de l'iPhone 6, mais pour le reste peut-être. Et justement, tenez, puisqu'on parle de l'iPhone 6 et de sa mémoire, elle est plutôt cheap cette mémoire apparemment, Sébastien. Oui, alors c'est ce qui ressort des derniers articles et des problèmes qui arrivent sur les iPhone 6 de plus de 64 Go, donc c'est pas de bol, vous avez payé le plus cher, le plus gros. Et Apple a réussi à faire un petit peu plus d'économies sur les plus gros que sur les autres. Et donc ça c'est vraiment... Voilà, merci Apple. Et en fait, ils ont choisi une mémoire TLC plutôt qu'une mémoire MLC qu'on retrouve sur les modèles plus bas. Donc les 16 Go sont un MLC et les autres se cassent la gueule. Et grosso modo, le problème, c'est que l'iPhone a plutôt tendance à redémarrer tout seul, comme ça. Bonjour, je redémarre. Ce qui est gênant. Et apparemment, ce serait dû à un petit défaut technique d'une société rachetée par Apple qui crée ces puces. Et donc, probablement qu'ils vont devoir les remplacer, ou en tout cas, ils vont ramer pour trouver une solution. D'accord. Donc, on achète ou pas? Du 16 Go. Pardon? Je vous ai pas compris, là. Du 16 Go. Ah oui, du 16 Go. T'hésites, quoi. D'accord. Sébastien, on reste chez toi pour parler de Google cette fois. Apparemment, bosser chez Google, ce serait pas vraiment le paradis, ce serait même plutôt l'enfer, quoi. C'est pas si top qu'on ne le dit. Ou qu'on ne le suppose. Oui, alors, c'est un truc qui ressort de temps en temps, de nouveau. C'est un article qui a 1 an, 2 ans, et qui ressort régulièrement de la part d'anciens employés de Google qui disent c'est pas aussi joli que ce que Google veut faire croire. Pourquoi en résumé, c'est parce que l'ambiance n'est pas exceptionnelle, il y a une concurrence entre les ingénieurs, il y a une arrogance ton bureau, il fait 2 mètres sur 2, pour pouvoir faire une photocopie, tu as besoin d'être ingénieur,
Et apparemment, il y a des blagues en interne qui circulent pour dire que Larry et Sergey, quand ils sont sur leur bateau, ils se font des petites blagues en disant ah, et moi j'ai un diplôme d'ingénieur, mais maintenant je réponds à des tickets sur Orkut. Orkut, c'est un vieux truc qu'ils ont probablement déjà... Ils ont tué, ça, Orkut, non? Non, ça existe toujours, mais ça vivote, quoi. Ah, et tous les trucs comme ça. Donc, effectivement, d'après ses employés, c'est pas le meilleur endroit pour aller bosser. Je suis pas certain que, d'un point de vue européen, on considère quand même pas Google comme étant un bon endroit pour aller travailler, parce que j'y suis passé sur le campus il y a une bonne année déjà, et l'ambiance est tellement différente d'une entreprise européenne. Tu as des restos avec tout ce que tu veux à manger. Tu vas dire, t'as des restos chez nous aussi, mais tu vois, t'as l'impression d'avoir le truc de cantine scolaire, quoi. Chez eux, le resto, on te fait des pizzas, c'est la fête, on te fait tu vois vraiment le truc où les gens sont en train de s'amuser pour manger. T'as des endroits pour jouer, ce qui pose aussi des problèmes apparemment à certains employés, parce qu'ils disent, il y a trop de gens qui jouent, ça fait trop de bruit, et à certains moments, tu te dis, on aimerait bien bosser aussi dans le silence, ce qui n'est pas possible. Mais le campus ressemble plus à un campus universitaire où les gens s'amusent et en travaillant, en cherchant, plutôt qu'un gros building tout moisi où les gens ils vont sous la pluie, quoi. C'est en tout cas l'image que ça renvoie quand les gens en parlent. On se demande si c'est un mythe ou si c'est la réalité. Et quand on nous dit que c'est pas si top que ça, on aurait tendance à le croire aussi parce que c'est tellement loin, comme tu le disais, de notre façon de voir l'entreprise que effectivement c'est peut-être trop beau pour être vrai. Ouais. Mais je pense pas que ce soit trop beau pour être vrai, c'est vraiment très, très différent de chez nous. On s'était promené aussi chez Yahoo à l'époque, et les deux campus se ressemblaient assez fort, c'est-à-dire que autant chez Yahoo que chez Google, la bouffe était absolument gratos, et on a réussi, on s'était faufilé chez Google pour voir ce qu'ils faisaient manger à leurs employés. On avait fait les gros yeux vigiles et c'était très sympathique, quoi. Ça ressemblait à un bon resto. On dit pas non plus un truc étoilé, mais c'était pas mal du tout. Et puis t'as des terrains de jeu sur Yahoo, par exemple. Leur campus il était gigantesque, mais c'était totalement interdit de fumer dans tout le campus, ce qui posait problème à certains. Et t'avais des terrains de basket, des terrains de foot, et les mecs, c'était l'après-midi, ils étaient en train de jouer au foot, quoi. Ouais. Oui, mais en même temps, peut-être qu'ils ont bossé toute la nuit. Qu'ils sont complètement hallucinés, qu'ils se disent on joue au foot. Est-ce qu'ils avaient un ballon? Parce que ça pourrait être un indicateur. Marc. Mais si vous regardez, il y avait on a eu des images en cascade des bureaux de Facebook, on a eu effectivement tous les bureaux de Google qui font rêver. Faut pas que ça ne s'arrête pas à ce qu'on mange et au jeu. C'est vraiment une certaine manière de concevoir la vie en entreprise. Il ne faut pas oublier que la productivité dans ces entreprises est beaucoup plus élevée que celle qu'on a chez nous, dans notre petit pays. Ces gens vivent littéralement pour leur travail et vivent littéralement à leur travail. Je ne sais pas si vous avez... Seb, je sais que oui, mais je ne sais pas si toi, tu as eu l'occasion ou si nos auditeurs ont eu l'occasion de regarder cette petite capsule de 20 minutes qui est sortie il y a quelques mois, qui s'appelle Silicon Valley, qui est magnifique. C'est une série, la première saison est terminée, la deuxième est en route, je crois, qui décrit la vie d'une start-up et de la vie générale des start-up technologiques et des boîtes technologiques à Silicon Valley, avec plein de boîtes qui sont là sous leur propre identité, Facebook, Yahoo, etc. C'est juste jouissif, mais ça vous montre aussi une manière de vivre, comme dit Seb, qui est radicalement différente de la nôtre. Et je ne pense pas qu'une manière de vivre comme ça ou de travailler comme ça marcherait chez nous. On est beaucoup trop dans notre petit schéma, on commence à 9h, on termine à 5h, quoi. C'est culturel, quoi. Non, c'est plutôt culturel. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord dans les dernières générations qui sont en train d'arriver, en tout cas de tout ce qui est développeur, ingénieur, etc. Tu sens qu'il y a une certaine volonté d'un boulot un petit peu différent que le truc en costard-cravate qui termine à 4h et après on va chercher Bobonne, on va manger et on gauche les gosses. Et tu sens une implication qui est différente. Alors peut-être que c'est parce qu'on est dans un monde un petit peu différent, parce qu'on est avec plein de startups, on est plein de gens ambitieux, plein de gens, etc. Mais c'est parce que pour moi, ça change. Mais c'est une question. Moi, je pense que c'est une question de culture, tout simplement. Va dans une entreprise en France, les gens fonctionnent pas de la même manière que dans une entreprise en Belgique. Ils prennent 2h30 de table et ils vont travailler tard le soir. Voilà. Non, je rigole, mais c'est pas pareil en Espagne, c'est pas pareil. Enfin, voilà, c'est une question de culture. Je pense c'est essentiellement ça. Et puis on lui colle une image. Voilà, c'est très Silicon Valley de travailler d'une telle manière. Pourquoi pas, hein, ouais. On passe à la suite ?
passer à la suite? Bien sûr. On peut passer à la suite. Avec Marc, tiens. Marc, non, ça c'est Sébastien. Marc, Lollipop disponible pour les Nexus 5, 7 et 10. Oui, effectivement, depuis ce matin. Donc, on peut faire, si on a un Nexus 5, 7 et 10, le 4 a été laissé de côté pour l'instant, hélas, mais on espère qu'il viendra rapidement compléter la liste. On peut faire une mise à jour vers Lollipop, mais maintenant, petite précision, contrairement aux autres mises à jour dont on avait l'habitude, il ne s'agit pas ici d'une mise à jour OTA, donc Over the Air, qui vient compléter et patcher le système existant. Ça, ce sera pour plus tard. D'accord. Pour l'instant, les plus impatients peuvent utiliser cette mise à jour, mais elle implique de réinstaller complètement le téléphone, réinstaller complètement le système, et donc ça efface toutes vos données. Donc si vous le faites, si vous ne pouvez pas attendre, voilà, prenez la peine de faire un bon backup pour éviter de perdre quoi que ce soit. On mentionne également que pour d'autres marques, donc ce n'est pas limité au téléphone de Google, d'autres marques commencent à embrayer le pas. On a vu fuiter les premières vidéos de Lollipop sur gamme Samsung, avec la couche sur couche TouchWiz qui a été adaptée. Le rollout commence également chez LG, vu que en Pologne, les premiers téléphones G3 ont déjà reçu leur patch Lollipop. Là, c'est de l'OTA, je pense. Et chez Motorola, les Moto G de seconde génération, là, le déploiement a également commencé. Donc, on peut espérer raisonnablement que d'ici la fin de l'année, les principaux constructeurs commenceront à faire le pas. C'est amusant de constater que c'est le rollout le plus rapide qui aura été fait par Google et par les constructeurs, parce que certains, on a dû attendre dans la version précédente, on a dû attendre parfois 6 mois à 1 an. On a eu des promesses, on a eu aussi des promesses non tenues de la part d'HTC, par exemple, je me rappelle à une époque, qui ont vraiment mis à mal, on va dire, la progression d'Android à cette époque-là. Il ne s'agirait pas de rééditer, entre guillemets, ce couac. Il se trouve aussi qu'ici, je pense qu'au niveau hardware, les fabricants étaient déjà très très avancés, et donc ça leur permet aussi de pouvoir passer le pas et faire un déploiement plus rapide sur cette nouvelle version, sans doute un petit peu plus exigeante que la 4.4. La version 5 d'Android semble fonctionner sur la majorité des appareils, on va dire, du moyen supérieur au haut de gamme, si je ne dis pas de bêtises. Non, effectivement, c'est le cas. Je crois que Google a vraiment bien préparé le terrain en collaborant avec les différents constructeurs. Bon, maintenant, encore une fois, certains modèles plus anciens risquent d'être laissés un peu de côté, mais on rappelle que de plus en plus d'applications s'alignent au niveau du design sur le matériel design, donc il n'est pas forcément nécessaire de disposer de la dernière version d'Android pour avoir les fonctionnalités, en tout cas front-end. Les autres, celles que nous avions évoquées quand on a testé la Nexus 9, à savoir le chiffrement complet end-to-end et le nouveau moteur d'exécution, bon, ça, il faudra un peu de patience, mais pour le commun des utilisateurs, je dirais que voilà, les gens qui tournent encore sous 4.4.2 ou 4.4.4, ce sont des très bons systèmes, on en a déjà parlé, hein, c'est pas... Voilà, disons qu'ici, les geeks peuvent déjà y aller joyeusement. Comme on le répète, si vous avez un Nexus, n'oubliez pas de faire un backup. Bien sûr. Je voyais que Sébastien levait la main dans son coin. Oui, moi, déjà, faire le backup, bon, pour moi, enfin, il faut, là, ce serait dommage de perdre tous vos SMS de votre amoureuse, mais c'est pas plus mal, une fois de temps en temps, de refaire une petite mise à zéro du GSM, quoi. Oui, c'est pas plus mal, effectivement. Un backup d'Android, ça se fait facilement, Sébastien ? Oui, ça se fait. Il y a quelques outils qui existent, dont le premier qui m'échappe, Titanium Backup, qui est le plus un des connus. Mais il y en a quelques-uns. On peut faire ça aussi en ligne des commandes, comme une brute. Il y a quelques outils. Mais allez vous promener si vous embêtez un petit peu sur le forum de XDA Developers. XDA Developers, oui. XDA Developers, c'est un des forums où vous allez pouvoir retrouver toutes les ROM alternatives pour tous les GSM qui existent, pour autant qu'ils soient vendus au moins plus de 2 exemplaires, et pas que ce soit un truc chinois que personne n'a jamais entendu parler. Vous allez pouvoir trouver probablement déjà des ROM pour Android 5 sur les Galaxy S5, sur tout ce que vous voulez. À ce propos, je lisais pendant que Marc racontait sa vie, et des choses très intéressantes. Bonjour Marc. Non, mais que Samsung allait effectivement mettre à jour son téléphone phare au mois de décembre, donc la Galaxy S5 et probablement quelques autres dans le haut de gamme, ce qui est assez rare parce que normalement Samsung attend toujours que le prochain soit sorti. D'accord.
On a toujours eu une grosse mise à jour d'Android qui coïncidait avec l'arrivée d'une nouvelle gamme Samsung. Et si tu voulais le nouvel Android, tu devais d'abord acheter le nouveau téléphone et les autres suivaient quelques mois après. Donc les chemins se séparent. Pour moi, c'est une première. Oui, c'est ça. Ouais. Ceci dit, c'est pas la première fois que les chemins se séparaient entre Google et un fabricant. Hein. On se rappelle il me semble que le premier Nexus c'était un HTC, je dis pas de bêtises. Le tout premier, c'était le Nexus C ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était HTC qui était derrière. Et puis des aveux d'HTC. C'était le tout premier Android aussi HTC. Hein. En plus. Ouais. Et puis il y a eu des aveux à un moment donné. On s'est dit tiens, ils sont fâchés. C'est à ce moment-là que Google s'est rabiboché un petit peu, mais avec Samsung. Et puis enfin voilà. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas péril en la demeure, que ça arrive régulièrement ce genre de choses. On va passer à la suite si vous voulez bien, parce que le temps passe, l'air de rien. On va parler de quoi, de musique peut-être, puisque c'est un petit peu dans l'actualité de la semaine. C'est l'actualité grand public, on va dire de cette semaine. C'est Spotify et Deezer qui ont un nouveau concurrent. En l'occurrence, il s'agit de YouTube. Ça faisait un petit temps maintenant qu'on attendait cette nouvelle. YouTube avait annoncé ça déjà il y a un an et demi, quelque chose comme ça. En tout cas, il y avait des bruits qui circulaient. Ça s'appelle YouTube Music Key. C'est donc un service payant de consultation en streaming, de musique, de vidéos musicales en haute qualité. Et tout ça sans pub. C'est quand même pas mal, surtout si on paye. Donc ça se passe via un abonnement. Un abonnement qui donnera également accès aux 30 millions de titres de Google Play Music, ce qui est quand même pas mal. Donc si vous êtes vraiment fan de musique, c'est vraiment une offre assez incroyable, assez volumineuse, on va dire. Incroyable, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas volumineuse. Il y a déjà un onglet qui est apparu, si vous avez une page, si vous allez sur YouTube, un onglet musique qui est apparu et qui donne accès à des playlists que l'on appelle Mix YouTube. En fait, ce sont des playlists de clips musicaux en fonction de vos goûts, triés en fonction de vos goûts. Parce que, évidemment, Google a un petit peu précéder en faisant déjà le tri dans ce que vous avez l'habitude de regarder sur sa plateforme. Il y a des applis, il y a eu des mises à jour déjà, je pense que hier ou avant-hier, ça a eu des mises à jour de l'application iOS et Android de YouTube, pour avoir accès prochainement à cette nouvelle fonctionnalité qui va coûter dans un premier temps en version bêta $7,99 pour être payant in fine dans quelques mois et être ouvert au plus grand public à $9,99. C'est quand même pas donné, je trouve, pour ce service. Ceci dit, c'est un petit peu dans les tarifs actuels. Je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté, Marc ou Sébastien. Oh, écoute, je vais dire, ça fait un acteur de plus sur un marché qui commence à être vachement encombré. Encore une fois, je vais parler pour moi. Je sais que je ne représente pas forcément le consommateur de musique standard, mais je suis passé par Deezer, je suis passé par Spotify, je me suis arrêté à Spotify et j'ai jamais vraiment eu l'occasion d'aller, j'ai vraiment pas eu l'envie d'aller voir plus loin. Je sais que Seb, lui, s'est arrêté sur Google Music. J'ai un compte Google Music aussi. Est-ce que ça va apporter quelque chose en plus ? Je sais pas, en tout cas pas aux artistes, parce que quand on voit ce que ça leur renvoie comme émolument, c'est vraiment pas grand-chose. Autant dire qu'il gagne quasiment rien sur ces plateformes-là. Il va falloir continuer à faire des concerts, ce qui est peut-être pas plus mal pour nous. Il faut reconnaître Bien aussi. sûr. Rappelons vite fait, YouTube, créé en 2005 et directement racheté, enfin un an après, même pas, racheté par Google. Ça fait donc une toute petite dizaine d'années que cette plateforme est en ligne et c'est pas encore fait démonter. On peut dire ça. Il y a des Vimeo, il y a du Dailymotion, il y a d'autres plateformes qui existent, mais il faut reconnaître que la politique YouTube, elle a plutôt bien fonctionné jusqu'à présent. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai que c'est un bon succès pour Google, celui-là, c'est vrai ça. Oui. Ils en ont tué des projets en quelques années. C'est pour ça que je le mettais un petit peu en évidence, parce que effectivement, parmi tous les projets que Google a créés ou a fait l'acquisition, enfin, quand je pense création, je pense par exemple à Google+, ça aurait pu faire un gros succès, c'est pas vraiment le cas. C'est en tout cas pas parti sur la même voie que YouTube. Cette acquisition-là, en l'occurrence, ils ont eu réellement le nez fin. Il n'y a que ça à dire. Et ils ont eu le nez fin pour probablement une deuxième, c'était Waze. Peut-être. Oui, effectivement. Qui tourne quand même pas mal. Ok.
Je voulais vous dire quoi encore ? Je ne sais plus rien à ce sujet. On va passer à la suite. On va parler un peu technique avec Seb, justement. Microsoft qui s'ouvre un peu au monde avec un .NET qui est de plus en plus ouvert, manifestement. Ah oui, alors l'annonce a un petit peu surpris tout le monde, que ceux qui ne suivent pas de très proche, de très près l'actualité Microsoft sont tombés des nues ce matin, et donc Microsoft annonçait que ils allaient passer sur open source une partie de la plateforme .NET. Donc .NET, c'est, si on le rappelle, l'écosystème, la machine virtuelle sur lequel on fait tourner énormément de choses sur l'écosystème Windows. Donc c'est un peu comme si vous vous souvenez de Java, c'est la même chose version Microsoft, sauf que ça tourne sur les téléphones Microsoft, et il y a plein d'applications de Microsoft et d'autres boîtes qui tournent en .NET. Vous vous en rendez pas compte, mais une bonne partie de vos applications sous Windows sont en .NET. Ça a eu quand même beaucoup plus de succès que Java, en desktop en tout cas. Ouais. Et il y avait rien qui existait sous Linux et sous macOS X officiel. On passait sur Mono. C'était Mono. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, Mono, c'était un Belge qui était à l'origine de ça. Et donc maintenant, ça se rejoint. Microsoft a décidé d'ouvrir grandement le framework. Dans quel but ? C'est d'attirer plus de gens sur sa plateforme de dev et sur .NET. Donc c'est assez intelligent. Voilà, il y a quelques limitations sur le nombre de développeurs et sur le nombre d'employés et de chiffre d'affaires. Si ta boîte fait plus d'1 million de dollars et qu'il y a plus de 200 personnes, tu devrais quand même payer des petits trucs. Mais grosso modo, ça s'ouvre. D'accord. Ce qui est rare de la part de Microsoft, assez rare pour le signaler. Oui, justement, c'est pour ça qu'on en parle justement. Ça veut dire que dans les faits, d'un point de vue purement pratique, pour, je vais pas dire monsieur tout le monde, mais le développeur indépendant, par exemple, ça change quelque chose ? Pas grand-chose. Généralement, ça change plus pour le gars qui est coincé devant un truc vraiment irréductible dans un bout de code et qui se dit mon sang, mais qu'est-ce que fait Microsoft derrière pour que je puisse essayer de comprendre ce qui se passe derrière ma fonction, ou pour pouvoir le porter sur un device qui n'existe pas. Si par exemple demain quelqu'un a envie de le porter sur Android, qui sait, ça existe peut-être, mais je doute, mais quelqu'un pourrait le porter sur Android. Ça sert à ça, le libre, c'est pour pouvoir le faire évoluer, pour pouvoir corriger. On va parler de tout à fait autre chose, on va parler de Xiaomi, Seb. Comment est-ce que ce fabricant chinois, dont on a déjà beaucoup parlé ici dans les technos, comment ce chinois est arrivé dans les leaders dans la fabrication d'appareils mobiles si rapidement ? Parce qu'on le voit maintenant partout dans les chiffres, en tout cas dans les premiers chiffres de cette fin d'année, tout porte à croire qu'avant la fin de l'année, il soit dans les 4-5e de fabricants au monde, non ? Probablement, il y est même déjà, je pense. Sans doute, alors c'est une boîte qui est vraiment très récente. Ils sont de 2010. Avril 2010. Donc c'est une boîte qui a 4 ans. Et c'est Lei Jaune, on s'en fout, Melceo, mais donc le nom importe peu, mais qui a créé ce truc il y a 4 ans. Et en seulement 4 ans, sa boîte est valorisée maintenant 40 milliards de dollars. Donc ils ont réussi la semaine passée à faire une levée de fonds de 1,5 milliard de dollars pour pousser la compagnie vers le haut encore. Et il faut savoir qu'en si peu de temps, ils ont réussi à dépasser la valeur combinée de Sony et Lenovo. Donc Xiaomi, que personne ne connaît probablement dans votre entourage, vaut déjà plus cher que Sony et Lenovo réunis. Quand on voit le logo, ça parle plus, en fait. Le fameux MI, parce que tous les appareils s'appellent MI, je pense. C'est MI quelque chose chaque fois. Oui, ça te parle parce que tu es au courant de l'actualité. Je suis sûr que tu demandes à tes amis qui ne regardent pas le podcast, c'est mal, ils ne connaissent pas. C'est pas dit, parce qu'il y a quand même une chose qui porte le logo Xiaomi, mais qui est utilisée par pas mal d'utilisateurs d'Android un peu touche à tout. Ce sont exactement, Miu. Ce sont des packs d'icônes, c'est un launcher, c'est du soft, et mine de rien, ça se retrouve dans pas mal de téléphones. Pas mal de surcouches utilisent les packs d'icônes de Miu. Le launcher est
régulièrement en tête des téléchargements à côté des autres launchers comme Nova et les autres de ce même style. Donc voilà, il y a déjà une connaissance. Par contre, c'est vrai que la connaissance au niveau hardware, elle est quasi nulle. Oui. Alors, en 2 mots, parce que c'était ça mon titre, comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ce succès aussi rapidement? C'est qu'ils sont partis sur un concept qui est très différent de tous les autres constructeurs. Ils se sont dit, nous on a envie de faire des téléphones, mais on veut pas les assembler nous-mêmes, on veut pas les construire nous-mêmes. Donc ils sont partis de Chine il a pris son petit avion, il a été jusqu'à Taïwan. Et à Taïwan, il s'est trouvé quelques usines. Il a dit, voilà, tu vas me faire tel et tel et tel téléphone avec ses recommandations. Donc de là, il avait son matériel. Et ensuite, il s'est dit, mais pour pouvoir faire tourner ce matériel, il faut du logiciel. Donc il est parti d'une version, alors si je ne m'abuse pas, c'est de l'Android, de toute façon, Poto. C'est de l'Android. C'est de l'Android, et donc son truc s'appelle MIUI. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est, de nouveau, c'est pas lui qui le fait, c'est toute la communauté qui travaille dessus. C'est ça. Il dit, moi, j'ai pas envie d'engager des millions d'ingénieurs. On va faire travailler tout le monde pour pouvoir ajouter les nouvelles fonctionnalités, corriger, améliorer, machin, etc. Et donc, plutôt que d'avoir une nouvelle mise à jour tous les ans, comme fait probablement les autres, que ce soit Google ou Android ou iOS, il y en a une toutes les semaines. Bon, faut voir la qualité quand on peut sortir un truc toutes les semaines. Mais toutes les semaines, vous pouvez avoir une nouvelle release avec des nouvelles fonctionnalités, etc., etc. Et ça coûte quasi pas un bal à notre brave Lei Jun. Il y a quand même... faut parler toutes les langues. Un modèle économique assez sympathique. Oui, c'est ça. Enfin, faisons travailler les autres. c'est plutôt un bon concept. Marc, on va parler de caméras. Les caméras IP, elles sont de plus en plus dans nos entreprises, dans nos magasins, pour faire de la surveillance dans les stocks, à la maison aussi, par exemple, pour surveiller, par exemple, chez Sébastien, il y a de la caméra IP. On serait tous, enfin, en tout cas, tous ceux qui installent des caméras IP à la maison seraient tous un petit peu maso, seraient un petit peu Big Brother par soi-même. Un petit peu, mais la question à se poser, justement, on sait que tu as des caméras IP chez toi. Est-ce que tu as changé les mots de passe par défaut ? Bien entendu. Rire. 1, 2, 3, 4. Donc, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de caméras IP qui sont utilisées dans le monde entier. Et il y a un petit malin, un ingénieur en sécurité, qui s'est amusé à mettre sur pied un site où il est allé recenser l'entièreté des caméras IP qu'il a pu trouver et à leur appliquer simplement les mots de passe et les logins par défaut. Et alors, si vous allez sur ce site qui s'appelle insecam.cc, vous avez, je crois, plus de 150 000 caméras IP de par le monde en libre accès. Et là, pour l'instant, je suis en train de regarder apparemment le garage d'une maison privée à Braine-le-Comte. Une caméra IP à 4 channels. Et je vois que le brave monsieur semble stocker dans son garage ce qui ressemble à une bétonnière. Voilà, donc je sais que si maintenant j'ai besoin d'une bétonnière, j'irai chez ce brave monsieur, parce qu'en plus on trouve ses coordonnées exactes sur une carte, donc il suffit maintenant que j'aille sur Google Maps, Google Street View, et je vois sa façade, c'est magnifique, c'est juste effrayant surtout. Je suis sur le même site, j'étais en Slovénie je pense, ou ailleurs. Alors, ça charge pas, ça rame. Le site rame, il a des hauts et des bas, par moment effectivement tout ce qu'on obtient ce sont des images corrompues, il n'y en a absolument rien à voir. Par contre, par moment, tu te rends compte que en dehors d'effectivement toutes les caméras publiques que l'on trouve sur les bâtiments officiels, dans les rues, dans les installations, dans les infrastructures, tu as un paquet de caméras chez des gens privés et que ces caméras sont accessibles comme ça au tout venant. Un gars à poil. Eh ben, écoute, si ça tombe, oui, pourquoi pas, tu pourrais voir un gars à poil. Donc, où est la privacy d'ici? Après ça, je ne sais pas. Alors, le mérite quand même que le gars a eu, c'est qu'il a rendu le site public et que depuis qu'il a rendu le site public, il estime que le nombre de caméras qui ont été sécurisées est en fait 50% de ce qu'il avait quand il a lancé le site. Mais il reste quand même encore 150, 160 000 caméras ouvertes. Normalement, il devrait y en avoir de moins en moins, si on nous écoute. Oui, tu m'étonnes. Et puis, il va y avoir un pic dans leur bande passante. Non, mais effectivement, ça marche. Et alors, le type s'est même amusé à aller classer les caméras par type, par marque, par pays, voilà. Par marque.
Watch Random. Voilà. Est-ce que la maison de Sébastien, est-ce que tu peux les regarder chez Sébastien Alors, je n'ai pas trouvé chez Bastien parce que évidemment, la navigation est embryonnaire. D'accord. Alors, en Belgique, il y a, oui, on va dire ça comme ça, embryonnaire, c'est mieux. En Belgique, il recense 169 caméras et voilà, il faut se les farcir une à une. C'est marrant parce que toi, t'en as 169, moi je viens de la charger, je n'en ai déjà plus que 155, donc elles disparaissent. Donc effectivement, c'est bien. Le site a au moins une incidence, voilà. Avant même qu'on nous écoute, on commence déjà à déserter ce site, qui est un peu pourri, il faut bien le reconnaître. Il est pourri, mais il a le mérite d'exister. Voilà. Marc, on va rester chez toi pour parler de Yahoo, Yahoo News Digest. Oui, alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais pour tout ce qui est information, j'ai complètement zappé la télé depuis un grand moment. Donc je me réfère uniquement aux sources qu'on trouve sur le web, les journaux officiels, mais également les blogs d'infos, etc. Et j'ai toujours voulu avoir en poche une petite application qui me permet le matin, en 2 clics, de prendre la connaissance de l'actu mondiale. Globalement, qu'est-ce qui se passe aux States, qu'est-ce qui se passe en Europe, qu'est-ce qui se passe en Asie, etc. Et donc j'ai longtemps cherché une application qui faisait ça, et puis un jour je suis tombé tout à fait par hasard sur une appli qui est faite par Yahoo, qui s'appelle News Digest, qui est disponible sur App Store, qui est disponible sur Google Play, qui n'est pas encore disponible apparemment sur Windows Phone, mais je suppose que ça ne saurait tarder. Et donc l'application est simplissime, elle vous délivre en fait 2 fois par jour, à 8h du matin et à 18h, pour l'instant c'est pas modifiable, l'essentiel de l'actualité en une quinzaine de news, paramétrées par rapport à votre marché, c'est-à-dire soit vous prenez les news internationales, soit vous prenez les news Europe, soit vous prenez les news asiatiques, etc. Ouais. Non, belge non. Pour l'instant, on est juste au niveau européen, américain, asiatique. D'accord. Et international. Et les textes sont courts, sont précis, ça se lit rapidement, c'est illustré, c'est interactif, on peut facilement reparamétrer, repartager les infos sur les différents réseaux sociaux, les envoyer par mail, les mettre de côté. Et alors, ça devient un peu un jeu parce que chaque info lue vous fait gagner, alors pas des points, mais des badges. Et à la fin, quand vous avez lu toutes vos infos, vous avez une petite animation qui dit, ben voilà, vous avez lu toutes vos infos et qui vous donne la petite info supplémentaire, la petite anecdote du jour à laquelle on arrive, qui est liée à une des infos qui sont présentes dans le fil que vous avez lu. Moi, je suis fan, je l'utilise tous les matins, tous les soirs. Ça me prend 5 minutes, mais voilà, ça me tient au courant de ce qui se passe dans le monde. Sébastien ? Oui, alors Marc, j'ai une question. Est-ce que tu te souviens de Nick Dalloiseau ? Tu t'adresses à quelle marque parce que n'importe lequel. Ah, vous vous souvenez non, pas ça ne me rappelle rien. Non. Ce gars avait 15 ans en 2011. Oui. Ça vous dit toujours rien ? 15 ans en 2011. Ta news m'a fait tiquer, mais tout de suite. 15 ans, 2011, Nick Dalloiseau. Ça me dit vachement quelque chose, mais je ne sais pas remettre le doigt dessus. Non, eh bien en fait, ce Nick Dalloiseau, c'est pas celui qui chantait avec les oiseaux, machin. C'est le gamin qui avait développé un algorithme de filtrage des news qui avait impressionné Yahoo. Yahoo l'avait racheté à prix d'or et avait intégré ça dans une app, c'est ça ? Voilà, et ça s'appelait Summly. Et devine quelle est l'application qui a été tirée de Summly ? News Digest. Voilà. Bon, ben voilà. C'est bien, mais effectivement, l'application est bluffante, franchement. Moi, j'adore, je suis fan convaincu. Des fois, on a des informations comme ça qui nous tombent, et on ne sait pas quoi en faire, et puis 10 ans après, on sait. Tout est lié. Tout est lié. Ce mec a 15 ans, quoi, pour l'appli. 15 ans, il avait développé Oui, je me rappelle cette histoire. Une toute autre appli, on va pas parler d'autre chose, une toute autre application, c'est une énième application de messagerie chez Google. Je suis désolé. Après Messaging, après Google Talk, après Hangout, sous l'enseigne duquel a été réunis tous les autres systèmes de messagerie. Voice également, je pense qu'il existe encore, Marc, je ne sais plus. Mibo aussi qu'ils ont racheté. Oui, Voice existe encore, mais je crois qu'il est toujours limité aux States. D'accord. Il n'a jamais débarqué. Eh bien, il y en a une nouvelle application qui s'appelle Google Messenger, qui est en fait livrée d'office avec Lollipop, mais qui, depuis quelques jours maintenant, est également disponible pour les autres versions d'Android à partir de la version 4.1. Donc, vous pourrez aussi bénéficier de cette application de messagerie qui gère les SMS, les MMS, donc qui permet également l'envoi d'images, par exemple. Tout le monde n'aime pas. Il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui n'aiment pas. Vous aimez bien, vous aimez pas. Sébastien a testé juste avant qu'on enregistre. Il n'aime pas, lui.
C'est pas que j'aime pas, c'est que ça me fait fort penser à Google Calendar, ce qui est normal, c'est le même look, machin, etc. C'est le même design, ouais. J'ai juste trouvé que effectivement certains boutons étaient trop petits pour mes gros doigts, et pourtant j'ai un grand écran, donc je trouve ça assez étonnant. Mais sinon le design est assez bien léché, le truc est simple, mais peut-être un peu trop simple parce qu'il me manque pas mal d'options. Par exemple, je prends, et juste un mini détail, je prends une personne, on glisse à droite ou on glisse à gauche, dans l'application Samsung, tu appelles ou tu envoies un SMS. C'est ça, ouais. Ici, tu archives ou tu archives. Oui. Bon, mais ça aurait été sympa de pouvoir appeler directement sans devoir choisir le contact, faire un appel, etc. Ça, le glisser à gauche, glisser à droite, c'est archive. En fait, c'est exactement la même chose dans Gmail. Enfin, c'est un truc ça fait partie, entre guillemets, de matériel design. Hein. Enfin, oui, mais ils pourraient faire une action différente, gauche et droite. Bien sûr. Ouais. C'est qu'une première version, hein. Laisse-leur le temps de faire maturer l'application. De toute façon, tu as toujours moyen, effectivement, de cliquer, de toucher l'icône de la personne et de l'appeler. Ce qui est le plus dérangeant, pour certains utilisateurs du moins, c'est que d'office, l'application va récupérer les contacts dans Google+, et vous force en quelque sorte à accueillir vos contacts Google+, dans votre carnet d'adresses. Ça peut être confusant, ça peut être dérangeant, si on ne fait pas attention à qui on envoie des messages, sans compter que ce sont des SMS. Donc, oui, mais comme personne n'utilise Google+... Enfin, personne. Moi pas en tout cas, donc personne. Alors c'est personne. voilà. Non mais franchement, il y a un truc qui manque encore cruellement, je trouve, dans leur application, qui était dans K9Mail et K8Mail, qui était une dérive de K9Mail sur Android. K9Mail étant libre et l'autre un tout petit peu payant. C'était un autre logiciel de messagerie et lui permettait, à partir d'un message, de pouvoir directement créer une tâche dans l'agenda. Alors pour vous, je ne sais pas si vous êtes relativement actif ou que vous recevez des mails en disant tu dois faire ça pour telle date. Ça m'arrive assez souvent, et donc tu prends ton mail et tu dis pour telle date, tu mets tout ce mail dans un agenda pour me le rappeler. Voilà, des petits détails, mais ça manque. C'est ça. C'est une fonction qui avait été introduite à l'époque sur Mailbox. Effectivement. Tout à fait autre chose, on va parler d'Amazon un petit peu, Seb. Amazon qui lance un nouveau truc, après le drone qui vient livrer les colis. Ici, c'est une espèce de grande oreille qu'on vient poser sur la table du salon. Je résume très fort, mais ça doit être ça. C'est ça, c'est une grande oreille ronde, haute, un peu comme une pile. Un tube. Oui, une pile. Un gros tube. Oui. Et ça fait écho. Et en gros, c'est un truc blindé de micros. Alors, je sais plus, c'est 12 micros, un truc comme ça. Oh, il y en a un paquet. C'est assez énorme, oui. Plein, en tout cas plein. Ouais. Et le principe de ce truc, il y a 7 micros. Ouais. Okay. Et ça fait 9 pouces de haut. Donc tu te promènes chez toi, c'est censé t'entendre très loin, et quand tu dis quel temps il fait de merde ici, il va te dire oh, il fait 12 degrés. Et sois poli, s'il te plaît. À condition que tu aies dit Alexa d'abord, parce que le truc ne répond que si on dit Alexa d'abord. Dommage pour le type qui appelait sa fille Alexa, mais soit. Voilà, donc c'est le principe. Ce truc va se rebalancer la musique, météo, news, info, alarme, et il peut répondre à des questions de Wikipédia, genre effectivement qui est Liu. Oui, c'est ça. Ça peut être pratique. Donc, en gros, c'est Siri in the box, quoi. C'est Siri in the box. C'est à ça que j'ai pensé aussi. Sauf que ce truc, quand même, est branché sur le web, d'un côté, et de l'autre côté, écoute en permanence ce qu'on dit à la maison. Hein, Voilà, il manque plus qu'une petite caméra. Et alors, ce qui est génial pour Amazon, c'est que si tu lui dis il était pas si mal le dernier Harry Potter, bah pouf, il te le fout dans le panier. Ça, c'est moche. Et c'est pas une blague. Non. Pour l'instant, ça ne marche qu'avec l'anglais, je suppose. Je le suppose aussi. En tout cas, j'ai aucune information. Enfin, le site français ne donne pas l'information, me semble-t-il. Donc, il y a c'est amazon.com/echo pour avoir toutes les informations. Ça ne parle pas encore français, je pense. Non, effectivement. $199 et 99 pour ceux qui ont des comptes Prime, machin, $199. Mais s'ils réussissent effectivement à balancer ça sur leur e-commerce et qu'ils arrivent à générer des ventes avec ça, je dis bravo. Franchement. Mais on se rapproche de plus en plus. Enfin, c'est la réalité qui rattrape la fiction. On a des séries maintenant qui passent à la télévision où apparemment tout le monde est filmé en rue, reconnu, reconnaissance faciale. Par exemple, oui, reconnaissance de voix, etc. On dit des choses. Ces choses sont soit enregistrées, soit interprétées. Enfin, ça commence à bien faire, quoi. Enfin, moi, je ne laisserai pas rentrer ce truc à la maison. Soyons clairs.
Echo. Bah, en tant que geek, ça peut être marrant, mais effectivement, après... pour le démonter peut-être, mais pour le en laisser faire un test. Pour le laisser fonctionner, parce que... Mais tu as un bouton de mute, hein, donc tu as un bouton sur le dessus qui te permet de mettre le microphone off. On va leur faire confiance, bien entendu. De toute façon, si on dit pas Alexa, il décroche pas. Ça, c'est ce que tu crois. Donc voilà, encore un bazar, comme on dit. Il manque plus que la sonde anale, hein, et on a tout. Hein. Un peu de choses près, oui. Un peu de choses près, ouais. Et ça, les toilettes japonaises doivent avoir un truc qui tient le route. Oh oui, on doit pas être loin. On va changer de sujet une fois de plus pour parler de ce qui se passe en Chine. La Chine qui construit un réseau quantique inattaquable. Là, on est dans de la cryptographie de haut vol. Ouais, exact. En fait, les Chinois semblent être les premiers à avoir réussi à utiliser de l'encryption quantique sur un réseau à large échelle. Donc, il y a une équipe de chercheurs chinois qui appartient au département information quantique de l'Université de sciences et de technologie de Chine à Pékin. Donc, qui a utilisé la méthode de l'encryption quantique pour envoyer des paquets de données sur un réseau avec des routeurs quantiques à photons. On est en pleine science-fiction, mais on n'invente rien. Là où ça devient intéressant, c'est que selon le type qui a développé la technologie, le professeur Guo, l'information quantique telle qu'elle est transmise ne peut être copiée parce que toute tentative d'intrusion selon les principes d'incertitude quantique se solde par la corruption des données. C'est justement la base de la physique quantique. Si on essaye d'interférer et d'introduire une observation dans une configuration quantique, on va altérer cette configuration. Et donc, en plus, ça rend toute tentative d'interception très facilement détectable. Maintenant, ce que pas mal d'observateurs font observer également, c'est que d'un point de vue plus éthique, la cryptographie quantique constitue également un excellent barrage contre la censure. D'accord. Donc, ça pourrait être assez intéressant. Surtout quand ça vient de Chine. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, cette technologie a quand même encore une limite, c'est qu'elle ne permet pas d'être utilisée sur des points distants de plus de 50 km. Bon, sans nul doute, ça va probablement sauter assez rapidement. Et donc, si on le sait, c'est parce qu'on a installé chez eux des Amazon Echo dans tous les bureaux. Exactement. Ça doit être ça le truc. Tiens, Marc, tu gardes la parole pour parler d'un site qui se design tout seul. Alors, c'est très particulier, ce truc-là. Alors, c'est pas un site, c'est un outil de création de site. Alors, le truc est encore en développement. Il n'y a pas encore vraiment d'outils auxquels on peut accéder. Pour l'instant, le truc est en recherche de fonds. Ça s'appelle The Grid. Le site, c'est thegrid.io. Et en fait, les gens qui ont conçu ça, ils sont 3, sont partis du principe que plutôt que de continuer avec le modèle toujours le même, où on a des contenus, des templates, on essaye de faire rentrer l'un dans l'autre, on a un peu de code derrière, non. Eux, ce qu'ils ont choisi, c'est qu'ils ont choisi une approche tout à fait décalée. Ils ont mis au point un moteur qui tournerait sur base d'un moteur d'intelligence artificielle et qui s'adapterait automatiquement à tout ce qu'on lui balance pour mettre le contenu en avant et en contexte de la manière la plus logique possible et la plus efficace possible. On lui balance du contenu tout azimut, du texte, des photos, voilà. Exactement. Si on lui balance des photos de personnes, il va automatiquement recadrer sur les visages des personnes, donc ça fait de la reconnaissance faciale. Si on lui rebalance de la vidéo, il va la convertir automatiquement dans les formats les plus adapté au type de contenu que tu lui envoies. Par exemple, si ce sont des infographies, il va utiliser un certain type de compression. Si c'est de la vidéo classique, une autre. Il va disposer le contenu dans une certaine configuration, dans un certain contexte pour justement optimiser l'accessibilité. Et donc, en fait, grosso modo, tu te limites en tant que gestionnaire du site web à devenir un alimenteur. Tu fournis le contenu et le moteur derrière s'occupe de tout. Alors, encore une fois, c'est quelque chose qui est en développement pour l'instant. Je n'ai pas encore eu l'occasion de mettre mes gros doigts boudinés dessus, mais nul doute que j'aimerais bien, parce que ça, d'après ce que le site annonce, ça semble être vraiment un contre-pied total au métier de web designer. D'accord, mais est-ce que c'est pas plus un exercice de style qu'autre chose? Est-ce que c'est vraiment fonctionnel ou est-ce que c'est pas... voilà, c'est un peu de l'esbrouf sympathique? D'après ce qui est annoncé, non. Maintenant, encore une fois, il faudra tester à l'usage et voir si l'outil peut s'adapter effectivement à toutes les configurations de contenu qu'on veut lui donner. Sébastien,
Je suis désolé, Marc, mais tu as pris des pilules hallucinogènes avant de commencer. J'ai regardé le site, c'est immonde. Le site est spécial. Alors, enfin, leur le site. site est spécial et ça, encore une fois, c'est une question de goût. Maintenant, Ouais, mais le moteur qui est derrière, il faut voir ce que ça peut te donner. Ah, oui, mais si le leur est déjà... Il n'y a aucune structure, c'est extrêmement difficile à lire. C'est un peu compliqué à lire, c'est un petit peu construit comme certains reportages web actuellement, on fait ça beaucoup, avec beaucoup de photos, etc. Mais c'est pas le but, là. En l'occurrence, c'est un tout autre contenu, c'est moins éditorial que ça. Quoi. Ouais, effectivement, pour l'instant, ça se base sur les tendances de design qu'on a vu arriver en 2013-2014. Ouais. Je ne sais pas si on peut limiter l'outil à son design, je ne sais pas si on peut limiter l'efficacité de l'outil ou sa portée au design du site qui l'annonce. Il faudra voir ce que ça donne avant. Maintenant, effectivement, ça peut être un gros pétard mouillé ou ça peut être un truc qui n'a jamais... Il n'y a rien de disponible, il n'y a rien... Justement, voyons voir. Attendons que ça arrive. La tête de Sébastien vaut de l'or. Mais je pense qu'on y retournera. Voilà. Mais ça sent quand même le gros pétard, mais on n'a pas que fumé. Hein. Non, mais... Écoute, on verra, c'est pas difficile. Oui, effectivement, on verra. On va achever ce numéro 10. On va achever ce numéro 10 avec une citation de Elon Musk. Qui, selon lui, apparemment, l'intelligence artificielle s'apparenterait au diable, au démon, Marc. Alors, au démon, oui. Bon, pas au démon dans le sens biblique, mais au démon dans le sens où on pourrait peut-être, en voulant absolument débloquer les portes de l'intelligence artificielle, se retrouver sur les bras quelque chose qui serait pas trop maîtrisable. Et en fait, bon, on va pas faire le parallèle avec Skynet et avec Terminator, etc. Mais il a quand même dit une citation qui justement est assez interpellante. Il dit, dans toutes les histoires et dans tous les films qui mettent en scène un type qui combat un démon avec un pentagramme et de l'eau bénite, on est sûr et certain que le type ne va pas pouvoir contrôler le démon, même si lui est sûr de pouvoir le faire. D'accord. Donc voilà, il y a eu d'autres chercheurs en intelligence artificielle qui avaient déjà mis l'accent sur le fait qu'une intelligence artificielle mal conçue et pas assez bridée pourrait donner lieu à ce qu'on appelle, bon, là on rentre dans le spéculatif et la science-fiction, c'est vrai, donner lieu à ce qu'on appelle à une singularité, c'est-à-dire une intelligence artificielle douée de conscience. Je pense qu'on en est encore loin. Techniquement parlant, mais c'est clair que c'est un sujet sur lequel on devrait peut-être faire un peu attention et marcher sur des œufs quand on l'aborde. Sébastien, une remarque à faire. Oui, je sais, je l'ai pas fumé cette fois-ci. Tu l'as terminé ton pétard? Il est à quelle heure? Je sais que tu as vu un très beau film il y a pas tellement longtemps, mais quand même. Je sais pas ce que c'est, mais voilà, c'est ça aussi. Partagez mes frères. Merci en tout cas Marc et Sébastien pour ce numéro 10 des technos qui s'achève déjà ici, sauf si vous avez quelque chose à rajouter. Non, merci. non, merci. Un petit champignon encore peut-être. Un petit champignon pour la route. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Et puis d'ici là, bien entendu, vous aurez encore l'occasion d'entendre, de nous voir pour des hors-séries, évidemment toujours sur notre chaîne YouTube, à laquelle il faut s'abonner, ainsi que notre podcast sur iTunes, auquel il faut s'abonner aussi. C'est très important. À très bientôt. Au revoir.